Les pompiers de la compagnie de Touba ont finalement réussi à maîtriser le feu. La police est aussi sur les lieux pour les constats d'usage. Venons-en maintenant à l'évolution de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. D'abord, les chiffres du jour. 285 nouvelles contaminations ont été enregistrées, soit 15,95% des tests réalisés. Il s'agit de 96 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale et 189 cas communautaires. Parmi ces cas communautaires, 23 proviennent de Kaolack, 17 de Touba et 16 de Thiès. Thiès, justement, où le centre de traitement des épidémies de l'hôpital El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène est au maximum de sa capacité. Il s'y ajoute le nombre de morts qui est en augmentation suffisant pour que les personnels soignants tirent la sonnette d'alarme. Notre correspondant Cheikh Anta Diop a visité le CTE et les salles d'hospitalisation. Voici son reportage. Salle de surveillance, professeur Modoki Maguette Diop, le coordonnateur du centre de traitement des épidémies de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, nous sert de guide. On le surveille avec la vidéosurveillance et la porte n'est pas loin. Dès que le besoin s'en fait sentir, on s'habille très vite, on entre pour intervenir. Les cas de lits chauds sont nombreux. Les malades fatigués. À l'intérieur, des malades sont couchés, des personnels de santé amoutoufflés dans leur tenue de protection individuelle. Observe. Ils sont tous fatigués, ces quatre-là. Voilà les quatre, oui. Mais les uns plus que les autres, quoi. Il a des lunettes nasales. C'est quand ils ont besoin de beaucoup plus d'oxygène. On a de tous les âges. Elle ne se limite plus aux vieilles personnes. Les jeunes, 39 ans. Le centre de traitement a enregistré ce week-end 5 morts, un coup dur pour le professeur Modoki Maguette Diop. Nous avons enregistré 3 décès avant-hier, 2 décès ce matin. Cela a fait mal. Ces personnels de santé trouvés dans la salle de garde nous font part de leurs difficultés. Momodou Sek, infirmier, responsable du groupe A. Il y a des déficits au niveau des repas, au niveau de l'eau pour le personnel et bon aussi pour les patients. On n'a pas reçu de motivation. Comme s'ils ont entendu ces doléances des partenaires et bonne volonté, ont vite agi pour apporter leur soutien au CTE. Awa Khol Dieye, la présidente de la fondation Amadou Dieye. Composé essentiellement de gel, de produits d'entretien, de bottes, de gants, d'eau minérale, etc. L'heure est grave, le coronavirus continue sa progression dans la ville de Thiès. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Coronavirus et école, les élèves sont en vacances du premier trimestre cette semaine. Ils vont reprendre les cours lundi, une reprise dans un contexte de démultiplication des cas de Covid-19. Alors, question, les vacances scolaires ont-elles eu un impact sur l'évolution de la pandémie? Faut-il prolonger ces vacances? Élément de réponse avec Koumba Sandiane Faye. Pourvu que les parents aussi s'y mettent pour maintenir les enfants à la maison. Des vacances d'une semaine pour les élèves suite à une réorganisation du calendrier scolaire. Effet toujours du Covid. Mais en cette période de seconde vague, avec un rythme intense de contamination, ces vacances sont-elles pertinentes? Vont-elles limiter ou plutôt favoriser la propagation du virus? Docteur Ousmane Gueye, directeur CNEPS au niveau du ministère de la Santé, répond. Comme vous le savez, la population scolaire est estimée à près de 4 millions d'élèves. Si vous demandez à 4 millions d'élèves d'éviter le rassemblement, de rester à la maison, et ça diminue effectivement considérablement la probabilité de circulation du virus. Et si on sait également qu'aujourd'hui, même si vous remarquez à Dakar, que le transport est plus ou moins allégé. Donc, j'avoue que c'est une opportunité importante. Certes, ces vacances le sont. Mais attention, la période étant très critique, l'UNAPES appelle les parents à la prudence et à la vigilance pour que les élèves exploitent au mieux leur temps libre. Abdoulaye Fane, président de l'Union nationale des parents, élèves et étudiants du Sénégal. Parce que ça permet au moins au système éducatif, vraiment dans son entièreté, de se reposer un peu suite à toutes ces difficultés qui ont été vécues. La question de cette pandémie aussi pose problème, parce que si les enfants sont laissés à eux-mêmes au niveau des maisons, dans la rue, ça pose problème. Le meilleur aurait été qu'ils soient dans les classes. Cependant, il va falloir que les parents et tout le monde puisse vraiment être regardant dans cela. 4 cas positifs et le nombre record de cas de coronavirus enregistrés hier. Preuve de gravité de la situation. En cette période de vacances pour les élèves, ces derniers resteront-ils à la maison jusqu'aux 8 jours de reprise pour éviter le virus? C'est la grande question que l'on se pose. Après le Covid-19, la fièvre jaune, l'annonce de l'apparition de cas de fièvre jaune dans certaines régions du Sénégal a fini
venait d'installer la psychose auprès des habitants de Kolda. Ils craignent qu'avec la mobilité des individus, que des cas de fièvre jaune ne soient détectés dans la région. Ils désirent un vaccin pour la prévention. Abdoulaye Diallo. Avec cette période marquée par la propagation de la pandémie du coronavirus, les cas de fièvre jaune annoncés dans certaines régions du Sénégal ont engendré une inquiétude auprès des Koldois. Parce que là, si maintenant on a le corona devant nous et une autre maladie encore se déclare encore au Sénégal, ça, on risque d'avoir le chaos. Surtout si on n'a pas les moyens pour l'éradiquer ou bien freiner ces maladies encore. Nous avons peur, nous ne sommes pas tranquilles. Mais Kolda, les gens sont inquiets parce que Kédougou, c'est pas à des milliers de kilomètres, c'est des centaines de kilomètres. Ça peut se propager d'une manière ou d'une autre. Il y a les gens qui voyagent du matin au soir. Non, c'est une inquiétude qui tape la zone sud. On a complètement peur de cela. On n'est pas tranquille. Ça nous gêne trop à l'esprit. Soit nous, la famille, et tout. C'est une maladie pour tout le monde. Ils invitent tout le monde à la vigilance face au respect des gestes barrières. Parce que nous, Il lance également un appel à l'État à venir à la rescousse des populations. Il faut essayer de trouver un vaccin rapide pour les populations. Il faut que l'État fasse tout pour nous aider et nous mettre à l'abri, quoi. Les parents sont ainsi invités à bien surveiller les enfants, surtout pendant ces périodes de vacances scolaires. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Je rappelle que dans le cadre de la riposte à l'épidémie de fièvre jaune qui s'est déclarée dans la zone orientale du pays, une campagne de vaccination sera lancée le 15 février prochain dans les régions de Tambacounda et Kédougou. Je rappelle également qu'aucun cas n'est actuellement pris en charge dans les structures hospitalières. Les malades qui ont survécu, puisqu'il y a eu 2 morts, sont tous guéris. Justement, à propos de la prise en charge de la fièvre jaune, le traitement est symptomatique. Les cas simples dépistés très tôt sont suivis à domicile et les cas graves hospitalisés. Des complications peuvent survenir et la réanimation peut s'avérer indispensable selon les médecins de Kidira et Kédougou que nous avons interrogés, les docteurs Ndiaye et Danfara. Awambaye pour la synthèse. Docteur Damdiaye, je suis le médecin-chef du district sanitaire de Kidira. 4 cas de fièvre jaune pris en charge dans cette localité. Le docteur Damdiaye explique en détail le protocole de traitement qui est exclusivement symptomatique. Le traitement de la fièvre jaune, c'est vraiment symptomatique. C'est juste qu'on a traité les symptômes. Maintenant, ce qui est redoutable, c'est les complications qui sont redoutables. Surtout hépatopathie et complications rénales. Et là aussi, pratiquement pour les 4 cas qu'on a eu à traiter, donc les 2 s'étaient hospitalisés au niveau de l'hôpital. L'autre s'était hospitalisé au niveau du centre de Bakel, puis il a été évacué à l'hôpital de Matam, et là où il est décédé. C'était un enfant de 8 ans. Et l'autre aussi, c'était un jeune de 23 ans. Là aussi, il a été hospitalisé au niveau du centre de santé de Kidira, à qui on a fait les traitements. Pratiquement, il y avait des complications aussi avec hémorragie, ainsi de suite. Et là aussi, on a eu à évacuer vers l'hôpital régional de Tambacounda, là où il est décédé. À Kédougou, un cas de fièvre jaune suivi. Docteur Fodé Danfara, je suis le médecin-chef du district sanitaire de Kédougou. Et il précise que le malade est venu à un stade très précoce. Ça ne nécessite même pas une hospitalisation, c'est le cas que nous avons eu. Donc, elle se plaignait juste de signes syndrome grippal et une coloration jaune des téguments. Donc, on lui a fait un traitement symptomatique et son cas a évolué favorablement. Donc, elle est présentement guérie. Mais maintenant, si le patient vient à un stade de complication, c'est-à-dire là où il y a les saignements, donc qui affichent le tableau grave, là, on est obligé de l'hospitaliser avec une prise en charge médicale et peut-être même avec une prise en charge en réa. Donc, tout dépendra du stade clinique du malade. Pour les malades suivis à domicile, le traitement n'est pas seulement médical. À côté, il y a des mesures de prévention pour toute la famille. Dès qu'on a les résultats, on fait ce qu'on appelle une investigation, c'est-à-dire d'aller au niveau de la maison, de voir les conditions d'habitat, de voir est-ce que le risque existe. S'il y a des gîtes larvaires, on va procéder à la destruction. Inciter les gens de dormir sous moustiquaire. Donc tout cela est pris en avant, bien sûr, pour éviter la propagation de cette maladie. Pour la fièvre jaune, les succès thérapeutiques dépendent de la prise en charge précoce des cas. RFM, la
l'actualité politique. Les experts chargés de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus électoral ont été déjà choisis. Ils vont incessamment démarrer leurs travaux pour une période de 3 mois. Passé cette étape, il en restera d'autres pour la tenue des élections locales cette année. Des acteurs politiques et de la société civile soutiennent que ces locales peuvent bien se tenir avant la fin de l'année, mais ils soulignent qu'il faudra revoir les délais fixés. C'est un dossier ficelé par Binta Diallo. Il va falloir se réajuster, jouer sur le levier temps pour que les élections locales puissent se tenir en 2021. Cher Sarr de la majorité présidentielle et Saliou Sarr, plénipotentiaire de l'opposition au sein du dialogue politique, abondent dans le même sens. Il est parfaitement possible d'organiser les élections locales en fin d'année, donc décembre 2021 au plus tard, parce que si on démarre l'audit du fichier et l'évaluation du processus durant ce mois de février, on peut parfaitement donc faire ces tâches-là, faire la refonte, ouvrir de nouvelles inscriptions, permettre au ministère de l'Intérieur de faire sa tâche légale de reconstitution du fichier, d'ouvrir la période contentieuse et permettre à faire l'appel à candidature de ces 85 jours-là. Et si ça devait poser des problèmes de quelques jours, il pourrait être possible de voir avec les auditeurs et les évaluateurs comment gagner du temps et utiliser une partie en fait de ce temps qui était prévu pour pouvoir déjà recevoir les recommandations et commencer le traitement. Aussi, étant donné qu'après l'audit et l'évaluation, il doit y avoir une rencontre de la commission politique du dialogue national pour apprécier les recommandations, mais après aussi aller vers les consensus, il doit être possible aussi d'agir sur le temps de travail, de réduire au maximum pour pouvoir constater les consensus qu'il faut et envoyer ces consensus au niveau du gouvernement pour que un projet de loi puisse être fait et envoyé à l'Assemblée nationale. Djibril Dieng de la société civile n'est pas également si pessimiste que cela. Il évoque cependant le code électoral. Après déjà l'audit et l'évaluation, on sera au-delà de cette date prévue puisque ces deux opérations prendront 120 jours. Mais là, l'essentiel, c'est de rester dans l'esprit du code électoral. En son article L 266, alinéa 1 et 3, qui prévoit que en cas de force majeure, il est possible de repousser les élections tout en restant dans l'année en cours dans laquelle les élections étaient prévues. Donc, de ce point de vue, il sera parfaitement possible d'organiser les élections au cours de 2021. Les acteurs presque unanimes que les locales ne sortiront pas de 2021, sauf qu'au-delà de l'audit du fichier électoral et l'évaluation du processus, d'autres opérations sont également prévues avant le scrutin local. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Détié Diop. Bonjour Souleymane Niang. Au Mali, le camp militaire de Boni a été attaqué ce matin. Une lourde attaque selon les médias maliens. Des tirs à l'arme lourde ont retenti aux environs de 6 heures. Quelque temps après, toutes les lignes de téléphone ont été brouillées. Le camp militaire de Boni se trouve à 90 km de Boulkessi. Le procès d'un ancien rebelle sierra-léonais s'est ouvert ce matin en Finlande. Djibril Massakoy est accusé de crimes de guerre aggravés et crimes contre l'humanité aggravés commis ou ordonnés entre 1999 et 2003. Il était alors au responsable du Front révolutionnaire uni, une milice sierra-léonaise dirigée par le caporal Fodé Sanko, proche de l'ex-chef de guerre libérien devenu président Charles Taylor. Djibril Massakoy vit en Finlande depuis 2008. Il a été arrêté en mars 2020 après la mobilisation d'ONG. Il nie toute implication. En Centrafrique, la coalition de l'opposition se retire des élections législatives. Elle dénonce un simulacre après le rejet de la plupart de ses requêtes en annulation du scrutin du premier tour. Dans un communiqué, la coalition dit avoir noté avec étonnement qu'aucun leader de l'opposition n'a été élu au premier tour et quand cela a été retenu au second tour. Elle réitère donc ses revendications initiales, à savoir l'annulation et la reprise des élections groupées. La Cour constitutionnelle a annulé lundi pour des irrégularités les résultats du premier tour dans 13 circonscriptions sur 140. En Birmanie, la police porte plainte contre Aung San Suu Kyi. Plainte pour importation illégale de matériel de communication. Elle sera donc détenue jusqu'au 15 février pour enquête selon la police. Des radios talkie-walkie ont été découvertes lors d'une perquisition chez elle dans la capitale. Les radios auraient été importées illégalement et utilisées sans
sans autorisation. L'armée birmane a pris le pouvoir lundi, arrêtant la lauréate du prix Nobel de la paix. Un tribunal a ordonné sa détention provisoire pour une période de 14 jours. Pour terminer la pandémie de Covid-19, les experts de l'OMS ont visité ce mercredi l'Institut de virologie de Wuhan en Chine. C'est dans le cadre de leur enquête sur l'origine du virus. Cet institut avait été accusé par l'ex-président américain Donald Trump d'avoir laissé fuiter le virus à l'origine de la pandémie. Selon l'AFP, les experts sont restés environ 4 heures à l'Institut de virologie et sont repartis sans faire de déclaration. Georges Détié-Diop, merci. Il est 12h24. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes, nous évoquerons les relations entre les agents des forces de sécurité et les citoyens. Quelle responsabilité pour les uns et les autres? Prétexte le procès de l'ancienne ministre Aminata Lo, entre autres pour outrage à agent à l'instant même au tribunal des flagrants délits de Dakar. RFM Sport. Avant d'en arriver au sport, je précise que nous serons avec l'ancien commissaire de police Cheikhna Keita et avec Boubacar Ba, président du Forum du Justiciable. Sport, à présent avec vous, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Suleiman et bonjour à tous. Un derby et un choc attendu ce soir lors des demi-finales du CHAN de football. D'abord à 15h, un derby 100% ouest-africain entre le Mali et la Guinée. À 19h, c'est le champion en titre, le Maroc, qui va croiser le pays hôte, le Cameroun. Nous allons écouter à présent l'analyse de Cherkei, notre compatriote par ailleurs entraîneur de l'AS Kaloum, club de première division en Guinée. On a vu une équipe malienne très intéressante sur le plan défensif et une équipe guinéenne très intéressante sur le plan offensif. L'équipe qui assurerait l'équilibre défensif-offensif remporterait ce match sûrement. Donc, ce qui veut dire que les transitions seront très intéressantes. C'est une équipe malienne qu'on a vu souvent jouer des ballons longs, gagner deuxième ballon dans la zone adverse et imposer à partir de là un jeu de possession dans cette zone. Et une équipe guinéenne qui aime jouer au football avec des joueurs très techniques comme Morlaye Sylla et des attaquants très intéressants. Donc, ça sera un match, à mon avis, très ouvert où il peut y avoir un début. Maroc, Cameroun, le champion sortant contre le pays organisateur, ça sera un match à mon avis un peu fermé, vu que les Camerounais ne vont pas prendre beaucoup de risques pour aller chercher les Marocains. Si on cherche les Marocains, c'est une équipe très joueuse, une équipe qui a su assurer ou conserver l'ossature du dernier CHAN et qui a montré des aspects technico-tactiques très intéressants pour venir à bout cette équipe camerounaise. Même si le Cameroun, c'est une équipe qui joue ses ailes, ça sera un peu compliqué pour elle. Moi, le conseil que je donne aux Camerounais, c'est d'accepter la domination marocaine, d'être intelligent et patient et surtout de ne pas prendre de but les premières minutes. Football international, toujours des matchs à enjeu. Liverpool et Manchester City jouent ce soir. C'est pour la suite de la 22e journée de la Premier League. Manchester City, co-leader avec son dauphin Manchester United, est en déplacement chez Burnley à partir de 18h GMT. À la même heure, Leicester, qui occupe la 4e place au classement, croise la formation de Fulham. Un peu après, 19h30, Leeds United accueille Everton, mal en point. Liverpool, 3e avec 4 points de retard sur le leader, croise à 20h15 ce soir toujours la formation de Brighton. À la même heure, Aston Villa joue contre la formation de West Ham United. En France, c'est la 23e journée qui va se jouer aujourd'hui. Tous les matchs sont prévus pour aujourd'hui. À 18h, Lille, leader, est en Gironde pour croiser Bordeaux. Metz accueille à la même heure Montpellier. Rennes joue contre Lorient. Brest est en déplacement à Strasbourg. Rennes joue contre Angers. L'autre deuxième série de rencontres est prévue à partir de 20h. Lyon, deuxième se rend à Dijon. Le Paris Saint-Germain, 3e au classement, accueille Nîmes. Le derby oppose AS Monaco de Krépin Diatta, 4e à Nice. Lens Olympique de Marseille est toujours prévu. L'Olympique de Marseille qui a par ailleurs perdu son entraîneur Villas-Boas qui a démissionné hier. Une démission finalement acceptée par l'équipe de l'Olympique de Marseille. À noter, par les dirigeants plutôt, à noter que Saint-Etienne joue contre l'équipe de Nantes pour aujourd'hui, Suleiman. En Italie et en Espagne, ce sont des matchs de coupe qui sont prévus. Oui, Coupe du Roi d'abord en Espagne, où les quarts de finale vont se poursuivre aujourd'hui à partir de 18h GMT. Levante accueille Villarreal, l'FC Barcelone joue à partir de 20h en déplacement chez Grenade. En Italie, ce soir, la seconde demi-finale allée de la Coupe nationale à 19h45. Le Napoli de Kalidou Koulibaly joue contre Atalanta de Bergame. Hier, la Juventus de Turin a dominé l'Inter de Milan par 2-1, mais il reste la manche retour, Suleiman. C'est bien fini, la page des sports. Merci.
Merci, cher Tidiane Diagne. Retour à l'actualité, régularisation des retenues pour cotisation à la retraite des anciens pensionnaires du Théâtre National Daniel Sorano. Une très bonne nouvelle pour les artistes retraités de cette prestigieuse institution qui a publié un communiqué qui leur donne entre aujourd'hui et le 2 mars prochain pour se présenter au niveau du Théâtre National Daniel Sorano avec les pièces justificatives. Un dossier ficelé par Barthélémy Ngom. Plus de 20 ans d'attente, enfin le bout du tunnel pour les anciens pensionnaires du Théâtre National Daniel Sorano de 1986 à 2009. Ils vont enfin percevoir leur pension. Abdoulaye Koundoul, le directeur de Sorano. On s'est rendu compte que de 1986 à 2009, il y a eu des retenues à la source qui n'ont pas été reversées. Cela a fait l'objet donc d'un audit, d'une évaluation qui a permis de relever un gap de 93 600 000. Le rapport ayant été transmis à l'autorité, le président de la République lui-même a pris l'initiative de régulariser en mettant à la disposition donc du théâtre cette somme-là. Maintenant, la question était de identifier formellement. Certains, nous avons pu les retrouver à travers les archives du théâtre. D'autres, nous avons eu des difficultés à les retrouver. Les concernés n'ont qu'une chose à faire alors pour entrer dans leur fonds. Ils doivent juste se rapprocher du service administratif de Daniel Sorano, munis de leurs pièces d'identité et d'un acte prouvant leur temps de présence dans l'établissement. D'ailleurs, une opération de recensement a été lancée ce 3 février et doit se poursuivre jusqu'au 2 mars prochain. Les pensionnaires s'en réjouissent naturellement, surtout dans ce contexte de crise sanitaire où les familles peinent à joindre les deux bouts. Babacar Diop, le délégué du personnel. C'est un sentiment de soulagement, de satisfaction par rapport à la nouvelle direction qui vient de s'installer. Donc ça date de longtemps. C'était depuis 86 à 2009. Donc le syndicat a toujours de me réclamer, c'est dû pour le personnel. C'est des arriérés sur les retraites, sur les prêts concernant deux groupes. C'est-à-dire, ça concerne les cadres qui devaient en bénéficier depuis à la 9e catégorie et l'IPRES général. Donc, il y a deux catégories. Mais malheureusement, toutes ces personnes-là n'ont pas été prises en considération. Il y a d'autres qui ne sont pas encore été déclarées. Donc, la nouvelle direction a pris l'initiative de dire, comme l'administration est en une continuité, de régler ce problème définitivement. Cette régularisation ne concerne pas seulement le personnel administratif. Les artistes également sont concernés. C'est les artistes, les techniciens, c'est tout le monde. C'est tous les anciens pensionnaires de Sorano. C'est donc l'harmonie des sons au Théâtre National Daniel Sorano entre la direction, les travailleurs et les artistes. La presse de ce mercredi 3 février 2021, lue et commentée par Georges Détié-Diop. Alerte fièvre jaune. Oui, en plus du coronavirus et de la grippe aviaire, le Sénégal fait face à une autre épidémie, la fièvre jaune. Ainsi, l'observateur affirme que notre pays est pris dans un triangle de feu. Le journal L'Obs, comme les autres titres, informe de l'apparition de la maladie dans certaines localités du pays. Depuis 3 mois, des équipes du ministère de la Santé ont détecté 8 cas de fièvre jaune, dont 2 décès répertoriés. Les cas de fièvre jaune notifiés sont répartis comme suit. Un cas à Touba, Kédougou, Saraya et Tilogne et 4 cas à Kidira. Le quotidien titre « Le Sénégal rit jaune ». L'AS indique qu'une autre épidémie menace le Sénégal. Vox Populi souligne qu'après le Covid-19, la fièvre jaune revient et tue. Pour Tribune, le Covid-19, la grippe aviaire et la fièvre jaune encerclent le Sénégal. Et pour endiguer la maladie, les journaux font savoir qu'actuellement des équipes sont à Tambacounda pour orienter les équipes locales dans le cadre de la prise en charge. Et la campagne de vaccination va commencer le 15 février prochain et va cibler 800 000 personnes. Pour ce qui est du Covid-19, l'AS informe qu'il a fait 3 morts hier. 153 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Le Covid-19 et les déficits en infrastructures et matériel scolaire. Un dossier sur la question à lire dans Enquête. Mon confrère souligne que dans un contexte de pandémie, la règle est de s'asseoir par 3 ou 4 dans de nombreux établissements. Malgré le protocole sanitaire élaboré par le ministère de la Santé lors de la rentrée, dans la plupart des établissements scolaires, le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale ne peuvent pas être en réalité respectés avec le déficit de table-banc ou de salle de classe. Dans le monde du travail, Wolf Quotidien fait état de licenciements tous azimuts. Selon mon confrère, les entreprises qui promettent de garder leurs employés sont dans le politiquement correct. Mais l'économiste Mor Gassama soutient que cela n'a rien à voir avec la réalité de l'entreprise. D'après lui, les licenciements dans certaines sociétés
côté, ne sont que le début d'une longue série pour motifs économiques. Les artifices annoncés par l'État dans la lutte n'y ont rien pu. À Dakar Demdik, ce n'est pas une affaire de licenciement qui alimente les débats, mais plutôt la guerre entre Maître Moussa Diop et l'actuel directeur général Omar Boun Khattab Silla. C'est ce qu'affirme en tous les cas Libération, alors que l'ancien directeur général a fait bloquer les comptes de la société à qui il réclame le restant de ses indemnités de départ. Maître Moussa Diop est assigné à son tour devant le tribunal de grande instance de Dakar pour ce 5 février. Ce mercredi, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, sera entendu dans le fond du dossier, selon Source A qui révèle que Boubacar Seye, qui a été transféré au pavillon spécial de l'hôpital Aristide de Dantec, souffre de problèmes de reins suite à une intervention chirurgicale et d'un handicap qui ne lui permet pas de pouvoir être à l'aise dans les toilettes carcérales qui ne sont pas adaptées à sa condition. Un dossier sur l'usurpation de fonctions, dossier dans Sud Quotidien. Le journal constate que des abus sur des citoyens sont faits par des tierces personnes qui se réclament d'une profession ou d'une autre, alors que c'est faux. Celle-ci, selon mon confrère, exerce un business mafieux qui est souvent entretenu par l'ignorance du citoyen de son droit ou du fonctionnement de certaines institutions. Coup de projecteur sur la dure réalité des classes préparatoires à la suite de l'affaire Diarisso. D'anciens cracks témoignent dans le journal Les Échos. Ils expliquent et éclairent sur la dure réalité donc de nos meilleurs élèves envoyés dans les meilleures écoles préparatoires françaises. Et l'on parle à présent de l'Union africaine. Le Soleil apprend que Macky Sall sera le président en exercice pour 2022-2023. La décision a été prise hier lors d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO et sera entérinée le week-end prochain lors d'une rencontre ordinaire de l'organisation continentale. À vos kiosques et bonne lecture.